Amis de la poésie, bonsoir. J'amorce ici une suite de 12 vidéos questionnant le sens de l'art. Je ne vais pas déroger à mon format, aussi chacune d'elles sera réalisée à travers la présentation d'un poème qui soulèvera des questions et entraînera, je l'espère, quelques réponses. Avant de pouvoir se demander ce qu'est l'art, il me semble important de se demander ce qu'est un artiste et ce qui, en pratique, le différencie d'un artisan. Je vais pour cela aller chercher le premier des artistes, le héros grec Orphée. Je ferai ensuite un peu d'étymologie pour comprendre ce qu'à l'origine était l'art, et je suivrai son évolution au fil des siècles et des courants, espérant trouver une réponse. La logique voudrait que je commence par évoquer ces deux philosophes allemands qui se sont penchés sur les concepts d'art et d'esthétique, que sont Kant et Hegel. Mais ce serait un peu facile. Parlons plutôt de Friedrich Nietzsche. Ce brave Nietzsche publia en 1872 La naissance de la tragédie, dans laquelle il expose ce qui représente selon lui les deux grandes forces qui animent l'art. La première est l'attitude esthétique dionysiaque, basée sur le sensitif, sur l'instinct, sur la fougue, l'insaisissable, l'impulsif, le soi primaire et sauvage. La deuxième polarité artistique est l'apollinienne, caractérisée au contraire par l'ordre, la mesure, la maîtrise de soi. C'est une sensibilité qui se rapproche beaucoup de celle exposée toute sa vie durant par Paul Valéry. Mais Paul Valéry n'était pas tant fasciné par Apollon que par son fils Orphée. Orphée est un héros de la mythologie grecque qui a notamment participé à la quête de la toison d'or, où son génie musical a réussi à sauver les Argonautes en surpassant le chant corrupteur des sirènes. La dryade Eurydice, le jour de ses noces avec Orphée, fut mordue par un serpent caché dans les hautes herbes. Morte, elle fut emportée aux enfers. Orphée descendit à sa suite, charma de ses talents musicaux Cerbère, le monstrueux chien à 3 têtes, qui en gardait la porte, et fit de même avec les terribles Euménides. Face à Hadès, son génie musical œuvra une nouvelle fois. Il parvint à convaincre le roi des enfers lui-même de le laisser repartir avec sa bien-aimée. À la condition, cependant, qu'elle le suive en silence, et qu'il ne se retourne ni ne lui parle tant qu'ils ne seront pas revenus tous deux dans le monde des vivants. Alors qu'ils remontent, Orphée et Eurydice traversent un endroit où règne un silence de mort. Orphée, s'inquiétant de ne plus entendre les pas de sa belle, se retourne, et, faisant cela, la voit disparaître aussitôt, sans espoir de la ramener dans le monde des vivants. Romantique avant l'heure, il resta malgré tout fidèle à son amour. Les suivantes de Dionysos, les Ménades, folles de rage de le voir s'accrocher à cet amour impossible, le déchiquetèrent en morceaux. Les muses récupérèrent sa lyre et demandèrent à Zeus de la placer dans le ciel. Ainsi fut créée la constellation de la lyre. Orphée est dans l'imaginaire occidental le premier poète, manière de proto-artiste qui charmait la nature avec ses vers, son chant et sa danse. Au son de sa lyre, les pierres s'harmonisaient d'elles-mêmes en temple, ce qui faisait d'Orphée, en plus d'être musicien, poète et danseur, un architecte. Dans son album de vers anciens, paru en 1920, Paul Valéry lui a consacré un sonnet que voici. Je compose en esprit, sous les myrtes, Orphée l'admirable. Le feu des cirques purs descend. Il change le mont chauve en auguste trophée, où s'exhale d'un dieu l'acte retentissant. Si le dieu chante, il rompt le cide tout-puissant. Le soleil voit l'horreur du mouvement des pierres. Une plainte inouïe appelle, éblouissant, les hauts murs d'or harmonieux d'un sanctuaire. Il chante, assis au bord du ciel splendide. Orphée, le roc marche et trébuche, et chaque pierre fait se sent un poids nouveau qui vers l'azur délire. D'un temple à demi nu, le soir baigne l'essor, et soi-même il s'assemble et s'ordonne dans l'or, à l'âme immense du grand hymne sur la lyre. Ce poème avait d'abord été publié sous une version sensiblement différente, sans l'autorisation du poète, dans le journal littéraire La Conque. Paul Valéry l'avait mal pris, car il l'estimait inachevé.
Le premier quatrain, notamment, se présentait ainsi. Il évoque, en langue thessalien, Orphée, sous les myrtes, et le soir antique descend. Le bois sacré s'emplit lentement de lumière, et le dieu tient sa lyre entre ses doigts d'argent. On note l'absence de rime avec Orphée, et le directeur du journal, La Conque, quand il faisait lire ce poème, se plaisait à montrer l'heureuse trouvaille qu'était cette absence de rime. On voit dans ce texte Orphée, en haut d'une montagne, sous les myrtes, plante de l'amour et de la vie. Les cirques sont bien sûr ces grands bassins montagneux circulaires, et le mont Chauve, sans majuscule, n'est pas le Golgotha de la crucifixion, mais un simple sommet encore vierge de toute construction. Le héros chante, et là, soudain, les pierres prennent vie et d'elles-mêmes s'assemblent en un temple qui apparaît ex nihilo. Nous avons là Orphée le proto-artiste qui met en œuvre l'art premier, l'architecture. Pour Paul Valéry, l'architecture était l'art fondateur, celui grâce auquel rayonnaient tous les autres arts. À quoi bon un chant religieux sans église pour le faire résonner? À quoi bon une peinture sans mur sur lequel l'accrocher? À quoi bon une sculpture, si ce n'est pour orner un temple? Si Dionysos était la divinité inspiratrice du théâtre et de la tragédie, si Apollon soufflait sur l'artiste le génie de la musique, de la danse et de la poésie, Orphée était le premier être humain à s'incarner en tant qu'artiste. Protégé d'Apollon, fils de la muse Calliope, il est en quelque sorte le symbole suprême du créateur ayant un caractère divin. Mais Orphée n'était pas peintre, il n'était pas sculpteur, il n'était pas photographe, ni même potier ou orfèvre. Et quelque part, Orphée qui n'est pas orfèvre, c'est un peu triste. Doit-on déduire que seuls les architectes et les poètes sont vraiment artistes? Probablement pas, non. En fait, le concept d'artiste est très récent. Que ce soit les Égyptiens avec la racine émou, les Grecs avec le concept de techné, ou encore les Romains avec le mot ars, artis, tous ces qualificatifs avaient peu ou prou le même sens. Le travail de précision, le savoir-faire, l'habileté, le talent. Ces trois mots, émou, techné et ars artis, désignent donc l'artisanat plus que la création d'œuvres d'art. Ainsi, on était soit homme de lettres, soit artisan. Durant le Moyen-Âge, le sens du mot art reste assez semblable à celui d'ars artiste. Il y a les arts libéraux, la grammaire, l'arithmétique, l'astronomie, les arts serviles, la menuiserie, la poterie, les arts mécaniques, l'agriculture, la médecine, le tissage. Le mot art désigne un talent, un savoir-faire, une connaissance plus qu'une capacité créative sensible. Il va falloir attendre la Renaissance pour que commence à apparaître le concept d'artiste. De la racine ars, artis, émergea le mot italien artigiano, qui donna artisan, et venant du latin tardif, le terme artista, qui donna artiste. Ces deux mots, artigiano et artista, restèrent cependant longtemps synonymes, et il fallut attendre la fin du XVIIe siècle pour que les deux concepts d'artiste et d'artisan se séparent vraiment. Le concept d'artiste se cristallisa avec la séparation de ce qu'on appelle les beaux-arts, qui tendent donc vers le beau. Les philosophes allemands, notamment Kant et Hegel, vont commencer à théoriser ce qu'est l'art. Mais il va falloir attendre le XIXe siècle pour que les romantiques donnent à l'art et à l'artiste une dimension plus, romantique. Pour eux, l'artiste est créateur, inventeur, innovateur, et s'oppose en ce sens à l'artisan, qui est praticien, technicien. Le concept d'artiste, à partir de la seconde moitié du XIXe siècle, se politise. Il s'oppose à la bourgeoisie conformiste. L'artiste est l'individualiste face au collectif. Après la Première Guerre mondiale, qui changea en profondeur la vision du monde pour les artistes, le beau ne fut plus l'objectif principal. Il fut question de recherche, d'exploration. Nouvelles techniques, nouveaux supports, nouvelles approches, nouveaux concepts. On ne recherchait plus le beau, mais l'expression du moi intérieur. Ce fut la naissance de Dada et du surréalisme, qui ouvrirent la porte à l'art conceptuel, à l'art abstrait, à l'art performance. En somme, une redéfinition complète de l'art. Car si par art, on entend les beaux-arts, mais que le beau n'est plus le but à atteindre, qu'est-ce désormais que l'art? Et surtout,
qu'est-ce qui le différencie de l'artisanat? Le philosophe Alain, dans son Système des beaux-arts, estime que l'artisan, même s'il cherche à produire un travail soigné et esthétiquement plaisant, a pour but premier de produire un objet utile, qui puisse servir et réaliser au mieux sa fonction. Pour Alain, l'artisan vise la production d'un objet précis. Il sait à quoi va ressembler le produit fini dès le départ. Si, sur le moment, il doit improviser de menus ajustements, ce ne seront que des changements mineurs. Pour l'artiste, c'est le contraire. Face à sa toile blanche, le peintre ne sait pas encore quelle couleur il va précisément utiliser, ni quel sera le tracé final. Le poète, face à sa feuille vierge, ne connaît pas à l'avance le contenu des alexandrins qu'il va coucher. L'artiste crée au fur et à mesure, découvrant l'œuvre en même temps qu'il la crée. C'est une théorie intéressante, mais qui ne me convainc pas. Par exemple, la bibliothèque que vous voyez derrière moi, que j'ai fabriquée avec mon père et qu'on achevait quelques semaines avant sa mort, on avait certes tracé un plan de l'ouvrage, mais entre les mesures théoriques et la pratique, il a fallu faire quelques modifications. Puis est venu le problème de l'escalier, où il a fallu improviser comment fixer les rayonnages, et tout un tas d'autres choses qui sont effectivement des ajustements mineurs, mais pas insignifiants. On objectera que certes, je suis un bien mauvais artisan et qu'un professionnel aurait mieux anticipé que moi ces problèmes. Mais je pense que c'est justement là le talent de l'artisan. Savoir adapter ses connaissances à chaque nouvelle configuration qui s'offre à lui et réinventer son travail à chaque nouvelle situation. On pourrait aussi se dire que le but de l'artisan est de faire un objet avant tout fonctionnel. Et si en plus de ça il est joli, tant mieux. Mais un souffleur de verre fera en sorte d'avoir une belle bouteille, de forme harmonieuse et sans aspérité, tout comme un potier. Et on imagine mal un électricien laisser de gros câbles apparents quand il peut les encastrer. Bon, certains le font, mais c'est comme partout. Il y a les mauvais et il y a les bons. Un artisan a donc le souci de l'esthétique. Se pose alors la question, qu'est-ce qui différencie un ébéniste qui va créer un bel objet de décoration parfaitement inutile en dehors de son aspect décoratif et un sculpteur sur bois créant une œuvre d'art? Je pourrais tomber dans la facilité et vous montrer par exemple une chaise toute bête, fabriquée par un menuisier, et mettre à côté d'elle par exemple la huche du retable de l'église abbatiale de Baume-les-Messieurs. La chaise laisse parfaitement indifférent, tandis que le retable, rien que sa dénomination nous souffle, la huche du retable de l'église abbatiale de Baume-les-Messieurs. Ça c'est de l'art, ça n'en est pas. Point. Fin de la vidéo. Sauf que ce beau retable, ce n'est jamais que le retable d'une petite église du fin fond du Jura. C'est triste à dire, mais ça lui enlève un peu de cachet. Quant à la chaise, elle fait en réalité partie de l'installation One and Free Chair de l'artiste conceptuel Joseph Kossuth, installation exposée au Centre Pompidou, à Paris. Prenons pour autre exemple ce travailleur sur bois dont j'apprécie beaucoup le travail et qui s'appelle Creator Bois. Les liens vers ces travaux seront disponibles en commentaire. Nous avons par exemple une jolie sculpture sur bois, propre, bien faite, plutôt atypique, représentant Yggdrasil, l'arbre de vie, avec en son cœur la rune Élase, symbole de vie elle aussi. J'aime beaucoup les vénures en arrière-plan, probablement réalisées par brûlage, mais en tout cas très réussies. Ça nous donne un très bel objet décoratif. Est-ce pour autant une œuvre d'art? Pour moi, non. Il lui manque l'étincelle de vie nécessaire à ce que je considère être une œuvre d'art. Ça n'enlève cependant rien à la qualité technique et esthétique du travail réalisé. Toujours du même créateur, voici cette table. On retrouve nombre de runes et symboles nordiques, notamment une nouvelle fois l'Yggdrasil au centre. C'est à la fois une représentation visuellement très intéressante, mais aussi une manière de mise en abîme. L'arbre de vie gravé sur du bois. On a théoriquement là l'objet utile par excellence. La table. Même les Japonais qui mangent à genoux par terre ont une petite table. Pourtant, l'artisan a choisi des bancs plutôt que des chaises, ce qui rend la table moins pratique, mais lui donne un côté plus rustique et convivial à la fois. Cette table étant une commande, est-ce son choix ou celui du client? Ça n'a au final que peu d'importance.
les bords irréguliers donnent l'association d'un usinage manuel, réalisé il y a 1000 ans de ça, avec pour seul outil une hache et un ciseau à bois, et donnent à cette table flambant neuve une âme d'un Moyen-Âge nordique. Et c'est là où je veux en venir. Cet objet utilitaire, fait par un artisan qui ne se revendique probablement pas artiste, cet objet a une âme. Il se passe quelque chose quand on le regarde. Pourtant, ce n'est qu'une photo prise dans un salon sans aucune mise en valeur, à part peut-être le carrelage rustique qui s'harmonise assez bien avec la table. J'aime à croire que de la voir en vrai lui donnerait encore plus de force. Et c'est là qu'on commence à toucher au concept d'art. L'œuvre dégage quelque chose d'intangible et d'indicible. C'est là la différence entre l'artisan et l'artiste. Là où le premier réalise de beaux objets, le second leur insuffle une âme. Cette table est à la frontière entre les deux, et la percevoir comme œuvre d'art dépend pour beaucoup de la sensibilité du spectateur. Ce serait donc la maîtrise technique qui nous permettrait de donner une étincelle de vie à nos œuvres. Ce sera là le sujet de la prochaine vidéo.